Moi, j'ai eu des dizaines de millions de dollars en tokens de projet, qui aujourd'hui valent plus grand-chose, tu vois, parce que c'était de 2020, 2021, 2020, tu vois. Après, comme à côté, ils m'ont très très bien payé en stablecoin, j'ai tellement bien gagné ma vie qu'en fait, je suis en mode, ouais, sur le papier, j'avais tant. C'est amusant comme pensée. Dans la même salle, tout le monde est là, tu vois. Et donc, en fait, ça crée un cocktail qui est explosif. Le Web 3, c'est en thune, c'est ça. Ok, bon, on voit pas tout, mais c'est ça. Ok, c'est gros. Ok. En termes de marketing, c'est ça. Bon les amis, nous recevons à nouveau Monsieur Tougan Barra pour vous parler des compétences Web 2 et surtout de comment vous pouvez les monétiser dans le Web 3. Écoute, salut, ça va? Shalom, shalom, salut tout le monde. Ben, écoute, ça va très bien. Merci de me re-recevoir. Et merci pour ta communauté, pour l'accueil très favorable qu'ils m'ont fait la dernière fois. Bon, comme tu le sais, moi c'est plutôt une communauté Web 2 et j'ai remarqué qu'il n'y a pas grand monde qui sait que les compétences Web 2, on peut vraiment très bien les monétiser dans le Web 3. Alors évidemment, si j'ai fait appel à toi, c'est parce que moi le Web 3 c'est pas trop mon truc. J'ai conscience quand même que les compétences Web 2, ça se monétise vachement bien dans le Web 3. Je sais pas exactement comment. Alors j'ai préparé un ensemble de questions qui visent justement à leur expliquer comment de A à Z, c'est une espèce de petite masterclass, comment est-ce Ok. qu'ils peuvent justement monétiser les compétences du Web 2 dans le Web 3. Avant ça, je t'invite peut-être quand même à nous dire quelles ont été tes contributions dans le Web 3. Je sais que tu as sorti un truc sympa récemment, tu peux nous en parler. Oui, moi, en fait, de base, j'étais, on va dire, investisseur long terme dans le Web3, comme la plupart des gens, ils sont investisseurs. Et un jour, je me suis rendu compte, mais attends, il y a des tokens, il y a des projets, il y a des smart contracts, il y a des applications centralisées. Il y a bien des mecs qui doivent distribuer ça, il y a bien des mecs qui doivent créer ça, qui doivent marketer ça. Et du coup, c'était un peu un moment de révélation qui est intervenu fin 2020. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui faisaient des choses en 2019, mais voilà, fin 2020, je me suis vraiment intéressé. 2021, j'ai commencé à travailler là-dedans. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'accompagner pas mal de projets. Et j'ai publié récemment un bouquin qui s'appelle, alors c'est un peu le placement de produit, hein, comme ça c'est fait, un bouquin qui s'appelle Token Titan, qui est disponible sur Amazon. Malheureusement que en anglais pour le moment, mais il va falloir vous forcer un petit peu, tu n'avez pas le choix. Où finalement, bah, je rassemble tout ce que j'ai appris ces dernières années, moi et mon co-auteur, qui s'appelle Nicolas. Et on rassemble genre, une centaine d'études de cas sur comment marketer, croître, penser une tokenomics, gérer un FUD, enfin bref, tout ça quoi. Donc c'est le et dans notre niche, du coup, on est numéro un. D'ailleurs, ça c'est un truc dont on parlera. C'est la facilité avec laquelle dans le Web 3 on peut être numéro un, là où dans le Web 2 pour être numéro un, pas facile. Voilà. Ouais, j'ai vu d'ailleurs, ça montre encore une fois la puissance de l'audience. Tu l'as sorti numéro un des ventes directes. Et puis bah si je peux vous donner un petit conseil, c'est pas foutu de votre gueule, hein, il y a quand même un bon 500 pages. Donc voilà, je leur mettrai un petit lien en description s'il y en a que ça intéresse. En fait, ça sera dans la continuité de ce dont on va vous parler aujourd'hui. Je pense qu'ils retrouveront pas mal de choses en complément. Alors Ouais. peut-être qu'on peut commencer par la base. Comment est-ce qu'on peut, en tant que marketeur Web 2, bah, identifier un projet Web 3 sans faire de conneries? D'abord, tout simplement, on peut commencer par où le trouver concrètement, quoi. Ouais. Bah, peut-être que encore au préalable, on peut se demander c'est quoi finalement le rôle du marketing dans le Web 3. Pour que les gens puissent un peu comprendre c'est quoi finalement ce qui va être demandé d'eux en fait. Dans l'introduction, tu disais qu'on peut prendre des compétences Web 2 mais dans le Web 3, c'est à la fois vrai et pas si vrai que ça. En fait, ce qu'on va ramener surtout du Web 2, c'est le bon sens. Parce qu'en fait, dans le Web 2, tu peux pas te comporter comme un putain d'autiste. Ta publicité, elle est pas rentable, ton funnel, il se casse la gueule, personne n'a tes vidéos, tu crèves, quoi. Les gens dans le Web 3 croient que tu peux juste faire des trucs complètement bizarres et que ça va fonctionner. Alors qu'en fait, pas vraiment. Bah, on trouvera des contre-exemples, mais en fait, pas vraiment. Et donc, ce qu'on va ramener finalement du Web 2, c'est beaucoup de bon sens paysan, beaucoup de trucs. Mais attends, est-ce que quand on arrive sur le site, on comprend? Est-ce que quand on arrive sur le site, on a de la désirabilité? Est-ce que quand on arrive sur le site, on peut se dire, ah oui, je vois ce que c'est. Je sens qu'il y a une tendance derrière ça. J'ai vu des choses, mais ça, c'est quand même un petit peu différencié, différenciant, si tu veux. Donc, tu vois, c'est un peu ça qu'on va chercher. Et après, ce qu'on va aussi ramener du Web 2, c'est une forme, on va dire, d'agressivité bienveillante. C'est qu'en fait, dans le Web 3, les projets vont, enfin, les projets sérieux, et en fait, ici, on va surtout parler des projets sérieux, tout ce qui est un peu meme coin, tout ce qui est un peu degen, il n'y a pas vraiment besoin de nous. Donc, les projets sérieux, les protocoles, etc. Bah, en fait, ils osent pas marketer. Ils osent pas, ils sont mal à l'aise, ils pensent, mais du coup, qu'est-ce que vont penser les gens de moi? Donc, il y a ce truc un peu bizarre et il faut juste amener, du coup, ils font rien. Donc, il faut amener de l'énergie, il faut amener du peps, il faut penser en termes de conversion. Ok, on va ramener des gens, ils vont être des holders, on va ramener des gens, ils vont être des utilisateurs, on va ramener des gens, ils vont être des parties prenantes, peu importe du truc, quoi. Et donc, c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer, quoi. C'est convertir, enfin, vraiment se mettre dans les pompes des gens, dans les différentes catégories de parties prenantes, et voir finalement comment on les amène, comment on les éduque, etc. D'ailleurs, une des premières astuces qu'on peut donner,
c'est quand on veut travailler avec des beaux projets dans le Web3, il ne faut jamais dire marketing. Il faut dire education. I'm here to Ok. educate about your product. T'es pas là, c'est quand tu dis marketing, le mec il dit. En fait, et comme les mecs qui ont fait des très très belles choses dans le Web3 sont des gens qui ont des centaines de millions, c'est un cas, voire des milliards, sans avoir fait de marketing, pour certains, parce qu'ils étaient là très très tôt. Eh, mais Bitcoin n'a plus besoin de marketing, pourquoi tu fais de marketing? Eh, Ethereum n'a plus besoin de marketing, pourquoi tu fais de marketing? Ah oui, mais on n'est plus à cette époque-là, si tu veux, mon gars, donc ça a changé. Donc maintenant, il faut faire un petit effort. Le mec, il dit, ah non, regarde, j'ai gagné une centaine de millions en participant à des trucs sans marketing, donc je veux pas de marketing. Donc si tu dis education, le mec, il dit, oh yeah, I like this. Donc tu vois, t'as des astuces comme ça, si tu veux, auxquelles il faut Ok. penser, quoi. Et du coup, ta question, c'était comment on les trouve, comment on les sélectionne? Ouais, concrètement, quel est le protocole à suivre si on veut trouver un bon projet sans trouver un projet un peu foireux Ok, dans lequel on peut contribuer, quoi. super. Contexte aussi, il y a peut-être 1000 projets qui se lancent par jour, principalement du meme coin à la con, des choses comme ça. Hum, En gros, vous allez chercher sur des sites comme coingecko.com, des sites comme mobula.fi, mobula.fi, des sites comme smoothie, comme smoothie.so. CoinGecko, Mobula, c'est des sites qui vont recenser, afficher tous les projets qui se lancent et qui sont vaguement, qui ont au moins quelques niveaux de qualité, quoi. Donc c'est pas juste le meme coin qui a 2 holders. Un holder, c'est un qui détient un token. C'est deux qui ont au moins, je dirais, passé une certaine étape. Il y a aussi CoinMarketCap, CoinGecko, CoinMarketCap, Mobula.fi. Là, on peut trouver des belles choses. Sur smoothie.so, je pense que dans ton audience, ils doivent connaître Product Hunt, peut-être qui est un peu l'endroit où tu veux lancer des applis, enfin des softwares, des trucs comme ça dans le Web 2. Smoothie.so, c'est l'équivalent dans le Web 3, donc c'est là qu'en gros les concepts dans le Web 3, les nouvelles startups dans le Web 3, les petites plateformes dans le Web 3 se lancent. Donc c'est assez intéressant. Et après, juste en allant sur Twitter, c'est que quasiment tout le marketing et toute l'effervescence du Web 3 a lieu sur Twitter. En fait, YouTube, il se passe pas grand chose, c'est que Twitter, Twitter, Twitter. Donc il faut aller sur Twitter, il faut suivre des trucs, il faut suivre des gens, il faut peut-être créer des listes où vous mettez des gens dedans pour aller suivre vraiment ce qu'ils disent. Il faut pas mal picorer, quoi. Il y a un truc qui est très chaotique. En fait, la grille d'analyse, c'est quand on veut marketer dans le Web 3, il faut chercher une niche. Ok. Un peu comme dans le Web 2, finalement. Il y a cette notion de niche. Et là-dessus, en fait, la niche ou la définition de la niche va dépendre de la taille de la blockchain. Donc en fait, la blockchain, c'est une infrastructure sur laquelle les gens créent des choses. Ils peuvent créer des NFT, ils peuvent créer des tokens, ils peuvent créer des applications financières, ils peuvent créer des jeux vidéo, ils peuvent créer des trucs sociaux, peu importe ça. Donc en gros, tu as des blockchains, Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Tron, des trucs comme ça, quoi. Et les gens bâtissent des applications sur les blockchains. Donc en fait, premier élément, c'est regarder la blockchain. Si tu es sur une blockchain qui est très grosse, genre Solana, c'est comme un gros truc, il va falloir que tu ailles chercher une sous-niche. Donc tu vas dire, ok, Solana. Sur Solana, il y a des gens qui font des NFT. Ok, donc Solana, c'est le marché. Les NFT sur Solana, c'est un segment de marché. La niche, ça va être les NFT spécialisés sur tout ce qui va être les jeux vidéo sur la blockchain. Donc, on va peut-être ok. Donc là, il faut être très très précis. Ou si inversement, tu vas vers une blockchain qui est beaucoup plus petite, tu peux prendre une blockchain comme Métis, comme Luxo, truc comme ça. Luxo, Lukso. Donc là, c'est des blockchains beaucoup plus petites. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de se spécialiser sur cette blockchain et de dire, OK, moi, ce que je veux, c'est prendre ce sujet-là et je veux le défoncer. En fait, il y a trouver un projet, mais il y a aussi être trouvé par des projets. Et ça marche beaucoup plus par être trouvé par des projets. Donc il faut choisir une ou plusieurs niches, défoncer cette niche, tweeter là-dessus, travailler, la travailler, la poncer, l'étudier, documenter tout ça. Et en général, c'est comme ça que des protocoles qui sont sur cette niche, je fais, eh mais attends, tu parles de plein de trucs et tout, moi aussi je crée un truc là-dessus, regarde, c'est trop bien, c'est comme ce qui se fait sur Solana, mais sur la blockchain. Peu importe, Luxo ou autre chose. Et voilà. Donc, il faut bien comprendre la notion de marché, sous-marché, niche, les questions de blockchain, donc les infrastructures sur lesquelles il y a des choses qui se construisent. Après, ce que vous voulez chercher, ce sont des gens qui créent de la technologie, qui créent des smart contracts, qui créent des plateformes, qui créent des trucs qui vont durer. Okay. Parce qu'il y a plein de gens qui lancent un meme coin. Ah ouais, je vais lancer le je sais pas quoi, le Microshiba Moon Rocket. Ok. Peut-être que ça va faire des millions, des millions, des millions. Peut-être pas. Peut-être que ça va claquer au bout de 2 jours, etc. C'est très compliqué de travailler avec ça parce qu'en général, soit c'est des gens qui ont des canaux de distribution un peu cheatés, pour pas dire des initiatives comme ça, soit c'est un peu une question de hasard ou trucs comme ça. Donc en fait, tout ce qui est meme coin, on veut pas trop. Tout ce qui est un peu aussi pareil, collection NFT, on va dire, ce que ça s'appelle les PFP, donc pour profile picture. Genre, ouais, ben, je vais lancer, je sais pas, 10 000 photos de petits chameaux, machin, mais un peu funny, etc. Pareil, on évite. J'ai rien contre ça, c'est très fun les NFT. Pareil,
les meme coins me font beaucoup rigoler aussi. Mais si on veut s'engager professionnellement et se défoncer à santé pour un projet, on veut pas que le projet il dure 48 heures. On veut que le projet il puisse prendre des mois pour se déployer, pour qu'une équipe technique puisse produire des choses, gérer des bugs, enrichir, prendre les feedbacks, améliorer le produit. Et vraiment, on veut pouvoir accompagner ça en fait. Donc, on veut taffer sur des protocoles, des technos. Donc, on va regarder du coup des gens qui créent des technos. Une bonne manière de voir, d'analyser le truc, c'est de se dire, est-ce que il y a un protocole comme ça qui a du succès sur une autre blockchain? Est-ce que personne n'a fait ça sur cette blockchain? Tu dis, putain, il y a un truc qu'il y a sur les 5, 6, 7 plus grosses blockchains. Putain, c'est la 9e plus grosse blockchain, personne ne l'a fait. Il y a un mec qui arrive, il le fait. Potentiellement intéressant. Tu vois. Ce qu'on va aussi regarder, c'est l'état de maturité du projet. Est-ce que les mecs qui disent ouais, un jour on va lancer. Si c'est un jour on va lancer, t'inquiète, landing page, machin et tout. Surtout si la landing page elle est un peu trop bonne, question marketing, c'est plutôt un red flag. Ok. Ouais. On va regarder, est-ce qu'ils ont créé des choses? Est-ce que le token ou l'NFT il est listé, pas listé? Est-ce qu'il y a vocation, est-ce qu'il y a un token ou un NFT? Est-ce qu'il y a un début de code? Est-ce qu'il y a un GitHub? GitHub, c'est là où les développeurs ils mettent leur code quand le code il est. D'ailleurs, GitHub, on peut pas toujours voir le code, c'est le code open source, on peut le voir. Est-ce que on peut savoir qui est derrière le projet? C'est normal dans le Web 3 de masquer qui est derrière le projet. Parce que il y a des problématiques finalement de shitstorm, de sécurité, de trucs un peu. Voilà, c'est une industrie un peu nouvelle, un peu particulière. Donc les gens préfèrent être anonymes, pas parce qu'ils ont des mauvaises intentions, mais parce qu'ils sont en mode il y a trop de gens fous, je vais pouvoir travailler sereinement. Ouais. Mais en général, quand c'est des protocoles un peu sérieux, quand c'est vraiment les mecs qui font de la techno, les mecs qui font de la techno, ils sont plus relax avec le fait de montrer leur identité. Ou alors, qu'est-ce qu'ils dévoilent sur eux? C'est peut-être qu'ils ne montrent pas qui ils sont réellement, mais est-ce qu'ils ont une présence sur les réseaux sociaux? Est-ce que ces gens, ils sont sur Twitter depuis quelques temps? Est-ce qu'ils ont tweeté? Depuis combien de temps ils parlent du projet? Si ça parle depuis 2 jours, peut-être que c'est pas très sérieux. Si on voit que ça fait des mois et des mois qu'ils en parlent de manière maladroite parce que c'est des geeks, peut-être que c'est intéressant. Est-ce qu'avant, ils ont fait autre chose? Où est-ce qu'ils ont travaillé avant? Qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est qu'aujourd'hui, on peut trouver beaucoup d'informations. En fait, les gens vont dévoiler beaucoup d'informations sur eux-mêmes sans forcément dire nom, prénom, état civil. Ils vont dire voilà, je m'appelle, je sais pas, kikoulol.eth, j'ai une photo de chameau en photo de profil de la collection NFT XYZ, et j'ai travaillé sur tel et tel protocole. Et après, on peut voir ce qui est vérifiable ou pas. Donc, on veut aussi des équipes techniques, des gens qui savent fabriquer des choses, pas juste des marketeurs qui font ouais, t'inquiète, on a tout pensé, machin. Donc, c'est ce genre d'éléments qu'on va chercher. Est-ce que c'est un avantage que le projet soit assez pauvre d'un point de vue marketing, mais riche d'un point de vue technique, pour que justement tu puisses, toi, c'est un avantage? Absolument, c'est ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est ça. Parce qu'en fait, paradoxalement, d'un point de vue investisseur, c'est pas forcément ce que vous voulez rechercher. Parce que d'un point de vue investisseur, surtout maintenant que, on va dire que le marché reprend un peu des couleurs, bon, pour combien de temps, je sais pas. Je dirais les projets qui ont une bonne narrative, un bon marketing, ça va to the moon. Donc d'un point de vue investisseur, un bon projet technique avec un marketing de merde, dans ces conditions de marché-là, va se faire défoncer par un projet qui chipe rien mais qui est bon marketing. Donc d'un point de vue investisseur, on veut chercher les mecs qui sont bons en marketing. D'un point de vue marketeur, on veut trouver les mecs qui sont bons techniquement et nuls en marketing parce que on arrive du coup avec une vraie valeur ajoutée, on arrive avec un énorme bénéfice pour ces gens-là. On peut vraiment contribuer au succès du protocole, du projet. Et surtout, on peut se faire une place dans l'équipe. Et donc du coup, on peut potentiellement devenir associé, avoir une part de la boîte, une part d'un token. On peut avoir des choses intéressantes qui se font, quoi. Donc, on veut des bons techniquement nuls en market. Et si possible, ça se fait quand même. Ça se fait souvent d'aller au-delà de contribuer d'un point de vue presque comme un prestataire externe, mais vraiment d'arriver à choper des parts et vraiment d'introduire le projet. C'est vraiment quelque chose de fréquent? Oui. Ou c'est le coup de bol du siècle? Non, c'est fréquent. En fait, c'est à la fois fréquent et à la fois peu fait. C'est peu fait parce qu'en fait, le marketing Web3 n'est pas une discipline qui existe. Tu tapes marketing Web3, tu vas trouver 3 agences à la con qui veulent booker des influenceurs pour toi et rajouter 30% de frais dessus. Mais en fait, à part ça, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas vraiment de gens qui sont vraiment positionnés pour travailler là-dedans, etc. C'est peut-être qu'on a sorti le bouquin où du coup, on dit, écoute, il y a tout là-dedans. Si tu veux contribuer à un projet, tu prends le bouquin, tu suis. Si tu veux, si tu travailles sur ton propre projet, prends le bouquin, applique. Et aussi, petit truc, je fais une autre placement de produit. Nous, on forme aussi gratuitement. En fait, on a un bootcamp, alors c'est qu'en anglais malheureusement, mais forcez-vous un peu. En fait, vous pouvez travailler en anglais, vous avez besoin de parler anglais. Enfin, si vous faites en gros du DeepL et vous comprenez vaguement que vous comprenez vaguement l'audio en anglais
et qu'après vous prenez du DeepL, du GPT, vous pouvez travailler en anglais, pas de souci. On n'attend pas de vous que vous ayez parlé Fastcam en anglais, etc. On veut que vous tweetiez, que vous rédigez des trucs, etc. Principalement, en tant que marketeur. Donc, donc en fait, ouais. Enfin bref. Du coup, s'ils veulent, je ferai un lien vers le bootcamp où en gros on forme les gens gratuitement à devenir justement des. Tu me le fileras, je Ouais. leur mettrai en description. Oui, pour devenir justement des gens qui sont spécialisés sur des niches, qui développent leurs compétences. En fait, on accompagne comme ça des gens qui vont devenir nos meilleurs potes par la suite, parce qu'après, eux, ils rejoindront des beaux projets, et peut-être qu'ils se souviendront de nous, tu vois. Donc, en fait, quelque part, ça se fait de devenir un associé grâce au marketing, mais c'est pas un truc qui est établi dans la mesure où, bah, en fait, il n'y a rien qui est établi, quoi. C'est que c'est une industrie qui est vachement récente, et en marketing Web3, bah, il n'y a personne. Par contre, moi, tous les jours, je parle à des gens qui font des projets, tous les jours, ils me disent, t'as quelqu'un à me recommander? Et je dis, bah, là, comme ça, non, hein. Alors, on va voir avec les mecs qui ont lu le bouquin, qui ont suivi le bootcamp, si on peut les caser. Je promets rien, hein, mais donc oui, en fait, il y a un besoin ahurissant de gens avec du bon sens marketing, fondamentalement. Ouais, c'était un peu l'objet de cette vidéo, c'est qu'en Web 2, on sent quand même que le marché, bon, on peut encore faire de l'argent, mais on sent quand même que par rapport à il y a 5 ans, la concurrence, faut vous mettre les bouchées doubles. Et il y a un grand boulevard dans le Web 3. Écoute, si ça te va, comment identifier le projet, je pense qu'on a tout dit. Mhm. On va pouvoir passer maintenant à comment identifier précisément les failles d'un projet en termes de marketing et comment en tant que marketeur Web 2, on peut essayer de contribuer. Et peut-être aussi dans la même idée, est-ce que toi, avec l'expérience, tu as identifié certains types de compétences, certaines tâches qui reviennent souvent, qu'on a systématiquement besoin dans le Web 3, quoi? Très bien. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner peut-être 10-20 projets que vous voulez vraiment poncer. Okay. Vous allez lire toutes les ressources sur le site. Vous allez aller sur Twitter, lire les tweets, scroller. Vous allez regarder le Discord, voir ce qui se passe. Vous allez lire si possible le white paper ou le light paper. Le light paper, en général, la version courte du white paper. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi uploader le PDF sur ChatGPT et demander à ChatGPT de vous l'expliquer dans des mots simples. C'est ça, la petite astuce. Je crois qu'il faut GPT Pro, mais il y a plein d'autres outils qui font ça. Et le premier truc, c'est juste de comprendre. Est-ce que vous arrivez à piger ce qu'ils font? Dans la plupart des cas, en fait, on ne comprend même pas ce qu'ils font. On pige pas. C'est qu'ils sont là, ça parle de machin, de bidule. C'est très technique, très bidule, mais en fait, en général, ça va être très très technique. Après, ils se disent, si je parle de consensus, de sharding, de machin, je vais pas forcément fédérer les foules. Donc, ils vont se dire, on est les meilleurs pour faire venir 1 milliard de personnes dans le Web3. La phrase bullshit, c'est onboard the next billion user. Et donc ils sont en mode pour le consensus de sharding, ça va le faire. Donc on est là pour onboard 1 milliard d'users. Mais du coup, tu fais quoi? Du consensus de sharding, d'accord. Je sais pas ce que c'est un consensus de sharding, mais et je pense que j'ai moitié inventé le truc, quoi. Mais on s'en fout. Et donc en fait, le premier point, c'est de se dire, ok, est-ce que je peux me apporter de la clarté? Est-ce que je peux expliquer le truc dans des mots simples à un investisseur potentiel, ou à quelqu'un qui va utiliser ce protocole, un user? C'est WIFM, c'est What's in it for me. Est-ce qu'on peut dire au gars qu'est-ce qu'il y a pour lui? Qu'est-ce qu'il y a pour lui? Quelle est la vision? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Depuis quand? Comment? Jusqu'à quand? Quelles sont les étapes? Quels sont les trucs comme ça, quoi. Donc en fait, le premier point, c'est d'apporter de la clarté. C'est d'apporter de la clarté, expliquer le truc dans des mots simples, en mode, t'es en mode, tu parles à un gamin ou un golden retriever, quoi. Et donc le premier point, c'est ça. Après, le deuxième point, ça va être introduire de l'intensité. Donc je dirais, quand on va créer du contenu, quand on va tweeter, quand on va faire des annonces, on va penser à ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on annonce? Quand? Pourquoi? Est-ce qu'on le tease? Est-ce qu'on essaie de le booster? Donc on va demander à la communauté, les mecs, grosse annonce, retweeter le truc. Si on a, je sais pas, 50 retweets, bah, on tire au mec au sort, on lui file 10 balles. C'est con, mais ça marche. Enfin, je peux pas de faire ça à scale pour juste faire du retweet, mais juste pour fédérer un peu les 20-30 mecs purs et durs, quoi, pour qu'eux, au moins, ils interagissent sous le post, ce qui fait exploser le post. Ok. Donc en fait, c'est genre plein de, en fait, de micro-marketing comme ça. D'ailleurs, des trucs que toi t'aimes bien, tous ces petits trucs, ok, là tu stimules le mec là, tu le pousses là, tu le titilles un peu par ici pour qu'il se motive. Donc en fait, c'est pas mal de trucs comme ça pour qu'en fait, toute la communication, elle prenne part
enfin, pas de part une roadmap un peu plus longue, mais surtout qu'à chaque fois, elle soit amenée, elle soit anticipée, elle soit teasée, elle soit célébrée, etc. Une grande partie du marketing Web3, ça va essayer de gérer finalement les horizons de temps. Dans le bouquin, on appelle ça le horizon stacking. Donc horizon, c'est horizon, stacking, c'est pour empiler. En fait, il faut pouvoir empiler plusieurs horizons de temps. Si on est sur un projet, on va dire un peu déconne, où on raisonne plutôt à court terme, ce qui n'est pas forcément ce qui est privilégié, mais ok. Là, il faut avoir toujours une annonce à 3 jours. Il faut avoir tous les 3 jours, il faut avoir un truc. Ça peut être un petit événement, ça peut être un Ask Me Anything. Donc le Ask Me Anything, c'est quand en gros l'équipe va laisser la communauté la possibilité de poser les questions qu'ils veulent en live et donc répondre aux questions. Ça peut être un airdrop, on s'en fout. Okay. Donc tous les 3 jours d'un truc. Après, on va avoir un horizon à 3 semaines. Ok, donc dans 3 semaines, il y aura une grosse mise à jour, il y aura du protocole, il y aura un gros événement, il y aura un gros truc. Comme ça, le mec il se dit, ok, tu vois, c'est pas qu'à court terme, c'est aussi à 3 semaines. Il se Et après, projette, ouais. à 3 mois, il faut avoir une vision vraiment en mode à 3 mois, on est le prochain, je sais pas trop quoi. Si le projet est plus sérieux, genre si vous travaillez sur une blockchain, un truc beaucoup plus sérieux, beaucoup plus technique, mature, vous allez avoir 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Okay. Donc, soit c'est 3 jours, 3 semaines, 3 mois, c'est 3 semaines, 3 mois, 3 ans, en fonction du degré de sérieux, enfin, du degré de sérieux du projet, quoi. Donc, en fait, il faut organiser ça. Donc, en fait, là, il faut aller voir l'équipe, il faut aller voir les devs. Il y a des mecs, vous faites quoi? Vous le shippez quand? Quelle marge d'erreur? En général, les développeurs ils disent que c'est bon à telle date. En général, ça prend un mois de plus, ok? Donc, il faut prendre ça en compte. Et donc, en gros, il faut créer cette roadmap de communication pour du marketing interne et externe. Je m'explique. Le marketing interne, c'est les gens qui sont là sur le Discord, sur le Telegram, dans la communauté, qui suivent le projet, qui sont intéressés, qui sont stimulés, qui aient ou pas acheté des tokens. Très bien. Ça, c'est marketing interne. Après, tu as un marketing externe qui est finalement le reste du monde qui ne connaît pas encore le projet, qui n'a pas encore rejoint la communauté, qui n'est pas encore un newsletter ou un holder. Comment eux, on les amène à découvrir le projet. Et donc, en fait, c'est une roadmap de temps. Ok. Toutes les annonces qui sont micro-stimulées. Marketing externe, marketing interne. C'est les grandes notions, si tu veux. Et évidemment, ça, c'est détaillé dans le bouquin en long, en large, en travers, avec plein d'exemples concrets que les gens peuvent réutiliser, oui, dont ils peuvent s'inspirer. J'ai vu que tu parlais de psychologie des foules à un moment. Ouais. Et c'est vrai que dans un projet Web3, je suppose que ta capacité à maintenir de la hype un peu autour des users et à faire en sorte aussi au premier imprévu, ils se barrent pas tous, quoi, parce que le token, il peut pump très rapidement. Ça doit être important. Et du coup, on pourrait résumer ça à un espèce de community management, mais version Web3, où tu dois sans arrêt faire durer la hype et puis donner une vision aux gens qui te suivent, quoi. En fait, ce qui fait durer la hype, c'est vraiment l'intensité de la présence, au moins d'une partie de l'équipe sur les différents réseaux, et c'est le fait d'avoir 3 jours, 3 mois, enfin 3 jours, 3 semaines, 3 ans, quoi. 3 mois ou 3 semaines, 3 mois, 3 ans, quoi. C'est ça qui fait que les gens ils disent, ok, il y a quoi après? Où est-ce qu'on va? Est-ce que montre-moi que le futur il est stimulant? Montre-moi qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent. Et c'est ça qui fait que la hype, elle reste, quoi. Et oui, on est vraiment sur une logique de psychologie des foules. Ce qui est particulier, enfin, la différence entre le Web 2 et le Web 3, là-dessus, il y a une grande différence de nature. C'est que le Web 2, c'est un individu isolé face à vous, votre équipe, vos outils d'analytics, vos tunnels, vos machins, vos stores, vos applications Shopify ou peu importe ce que vous utilisez, votre tracking, votre machin, votre pixel, votre truc, quoi. Et donc, en fait, on va pas se mentir, le Web 2, c'est un peu une ménagère démunie qui arrive face à une armada de porte-avions. Ok. Ça peut arriver que les ménagères se rassemblent sur un Trustpilot pour dire je suis pas contente, et moi aussi je suis pas contente. Mais c'est très rare en fait que les gens se rassemblent. En fait. Le Web 3, c'est de la psychologie des foules, c'est que par défaut, tout le monde est rassemblé, tout le monde est là, dans la même salle, tout le monde est là, tu vois. Et donc en fait, ça crée un cocktail qui est explosif, qui est profondément dangereux. Dangereux pour tout le monde. Enfin, plutôt. Le positif, c'est que tu peux créer des mouvements de foule, tu peux créer un mouvement, tu peux créer une culture, tu peux animer le truc, tu peux vraiment créer genre un sentiment d'appartenance et une expérience collective absolument incroyable. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, il est que les gens qui rejoignent ça abandonnent leur, on va dire, rationalité individuelle au profit, pas d'une rationalité collective, mais d'une émotion collective. Donc, tu passes de la rationalité individuelle à l'émotion collective. Ok. Plus le groupe est grand, plus les gens qui composent ce groupe vont faire des trucs de tarés. Genre, pourquoi il y a des gens qui prennent des pavés, qui envoient dans la gueule de la police dans une manifestation pour aucun casier judiciaire et c'est pas forcément leur hobby? Ouais, tu sais, dans le mouvement de foule, tout le monde balançait des pavés, donc tu dis, ouais, peut-être moi aussi. Est-ce qu'il l'aurait fait seul? Non. Est-ce qu'il l'aurait fait à 3? Non. Est-ce qu'il l'aurait fait à 4? Non. Attends, il y a 1 million de mecs dans la rue avec du lacrymo, des machins, des bidules, des black blocs, des conneries, des mecs avec des foulards et tout, des cagoules, tout ça. Bon, peut-être que c'est différent. Surtout que dans le Web 3, tout le monde est anonyme, hein, parce que le mec est sur le forum, là, en train de faire le dingo, il n'est pas marqué nom, prénom, ta civile, adresse.
il y a marqué, tu vois, encore une fois, ticoulol.is, degenmax, avec une photo de Pepe the Frog, comme identité visuelle, si tu veux. Donc en plus, l'anonymat renforce la déresponsabilisation des gens. Donc en fait, il y a un truc qui est complètement déresponsabilisé, où tu passes d'une rationalité individuelle à une émotion collective, et là, si tu veux, ça peut partir dans plein de directions différentes, quoi. Donc ça peut partir en mode positif, on crée un mouvement, une culture, et c'est génial. Ça peut partir aussi en mode où les gens se mettent en danger eux-mêmes. C'est que le gars, il se dit, putain, c'est trop bien, c'est ma vie, c'est ma famille, allez, je prends toute ma thune et je mets toute ma thune sur ce token. Oh, pourquoi t'as fait ça? Tu vois, c'est genre, enfin, c'est genre, à la limite, tu mets toute ta thune sur le Bitcoin, je veux dire, ouais, c'est chaud quand même, si tu veux. Tu mets toute ta thune sur les actifs financiers, t'es en mode, bon, faut avoir confiance. Ah, mais tu mets toute ta thune sur un putain d'altcoin, pour employer un terme positif, ou un NFT, un truc comme ça, qui par définition, oui, il peut faire x50 en 2 jours, et moins 99 le lendemain, parce que c'est des mouvements de foule et c'est des montées et des descentes de tarés, quitte à remonter le jour d'après, tu vois. Et donc, les mouvements de foule créent ça. D'ailleurs, un des enjeux en tant que marketeur Web3, c'est comment tu crées finalement cette exubérance et cette émotion collective très positive, tout en protégeant les gens en mode, les gars, misez pas la baraque, quoi. T'en as qui vont miser la baraque. Un des grands enjeux, il n'y a pas vraiment de solution, à part, je dirais, faire le maximum pour dire, attendez les mecs, ok, faites attention, si vous fait des gros profits, pensez quand même à récupérer un peu de profit. This is not financial advice, mais tu vois, genre, un peu appeler de temps en temps les gens au bon sens et à la mesure, parce qu'il faut le faire, mais c'est assez challengeant, tu vois, parce que tu peux pas, t'as pas accès, enfin, comme les gens, tu peux pas les empêcher d'investir, c'est décentralisé, et tu peux pas décider pour eux, c'est eux qui décident, ils ont le contrôle à 100% sur leur truc, quoi. Donc, t'as les gens qui peuvent se mettre en danger eux, ou t'as le groupe qui peut devenir fou. Le groupe, il peut se dire, euh, je sais pas, le token baisse un peu, ils font, c'est une conspiration, ils veulent le baiser et tout, et là, ils deviennent tous foudrage, du coup, ils vendent tous. Du coup, la conspiration, enfin, fantasmée, devient une prophétie autoréalisatrice. Donc, tout qui se casse vraiment la gueule. Et après, il y a tout ce foudrage. C'est eux qui ont vendu, tu vois, pour que tout se passe là. Genre. Et donc, t'as un challenge comme ça d'aller quelque part guider, accompagner, educate les foules, tu vois. Et c'est là qu'en fait, c'est très différent du Web 2, que c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intense. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer dans l'euphorie, c'est que toi, tu te dis, allez, on a bien travaillé aujourd'hui, je vais me faire une vraie nuit de sommeil. Donc, tu vois, je me couche à 10 h et je me réveille à, je sais pas, à 8 h, 9 h, quoi, pour vraiment récupérer. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui vont dire, ils ont abandonné le navire, vendez tout. Et toi, tu te réveilles, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, et je sais pas. Donc, tu vois, et comme c'est genre un truc qui est ouvert jour et nuit, par définition, et que c'est planétaire, tu sais, il faut que tu aies des équipes sur les différents fuseaux horaires, tu vois. Sinon, bah, toi, t'as des mecs qui font des dingueries. Donc il faut que tu organises une équipe avec des modos. En général, les modos, ils viennent contaminés par l'émotion du groupe. Donc eux, ils finissent par plus rien gérer. Et ils bourlinguent avec les autres et ils font n'importe quoi. Donc, Même les modos, ils y passent. ouais. C'est très compliqué. Dans tous les projets, les modos finissent par trahir. C'est très particulier. Mais en fait, les modos sont tellement, si tu veux, en immersion dans le groupe qu'ils finissent par adopter finalement le mindset du groupe. Ouais. Et en fait, du coup, si le groupe il épouse une théorie, une vision, machin, en fait, les modos finissent par être aussi convaincus de ça. Et tu dis, mais mec, tu me mets au téléphone 2 fois par jour. Tu vois, pose-moi une question si tu veux, quoi. Et donc, pareil, ça, dans le bouquin, mon co-auteur qui s'appelle Apollo, enfin, Nico Apollo, c'est son nom de scène dans le Web3. Lui, c'est genre un mec lui, il est vraiment très fort pour organiser des communautés, organiser des modos, etc. Pour que ce genre de conneries n'arrive pas. Moi, j'ai pas la fibre humaine assez développée pour ça. Lui, il a vraiment le truc en mode militaire, mais il est autrichien en même temps. Donc, si tu veux, forcément, voilà quoi, ça s'invente pas. Donc lui, il a vraiment la fibre en mode militaire, en mode boum 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 boum. Ok, on quadrille, on cadence, machin, on fait des plannings, tout ça. Et tous les jours, on fait un point, on éduque les modos. Enfin, les modos, faites remonter l'énergie. Ok, qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qu'il y a de négatif, est-ce qu'il y a de la confusion, est-ce qu'il y a des gens qui sont pas contents, pourquoi, c'est quoi leurs arguments, très bien. Ça permet aussi de faire remonter les bugs, hein. Est-ce qu'il y a un problème, un bug sur l'outil, etc. Ok, on fait tout remonter, boum, ok. Après, bah, on transmet ce qu'il faut aux développeurs, et après, on transmet les éléments de communication aux modos. En mode, bon, les mecs, s'ils posent telle question, la réponse c'est ça. S'ils n'arrivent pas à trouver telle information, bah, elle est là sur le site. Donc, vous pouvez leur expliquer et leur mettre un lien vers le site. Et faire ce travail-là d'organisation, finalement, d'une petite troupe de modos. C'est pas très cher, un modo, ça coûte quelques centaines d'euros par mois. En général, c'est ces mecs qui de base font partie de la communauté, ça les amuse, ils sont contents d'être là. Et en général, ils sont payés en token, et donc si le token fait un x10, x20, x30,
bah ouais, leurs 200, 300, 400 balles qu'ils ont accumulées sur 3 mois, tous les mois, bah, potentiellement, ça fait un petit bac de thunes, quoi. Donc, pour un job part-time, tu vois, le mec, il est au boulot, et pendant ce temps-là, il est sur Discord pour voir si ça part pas en couille. C'est intéressant, quoi. Et tu vois, dans le Web 2, on dit souvent que les pages de vente émotionnelles, elles vont battre les pages de vente rationnelles. Est-ce que Ouais. dans le Web 3, il faut plutôt miser sur les arguments rationnels pour canaliser la foule, ou alors plutôt être dans l'émotionnel, en mode calmez-vous les gars, on va dans cet endroit-là, etc. Ça dépend vraiment de la ligne, on va dire de la ligne éditoriale et du style. En ce qui concerne la page de vente n'est pas si importante que ça. Parce que la communication, la confiance, la décision va se faire sur les interactions sur les réseaux sociaux. La page de vente, elle va être là pour apporter de la clarté. Sa fonction, c'est de la clarté. On veut comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Et si ce qu'on fait, c'est un token qui s'appelle Harry Potter, Obama, Sinuc, machin, schnock, il y en a un comme ça. Enfin, Obama, bref, n'importe. Obama, non, ça, c'est Harry Potter, Obama, Sonic Inu 16, un truc comme ça, quoi. Mais il a bien marché, lui. Bah là, si tu veux, ta page, elle dit YOLO, on s'en bat les couilles. Mais au moins, c'est clair, on comprend. Si tu crées un vrai protocole, ta page, elle explique clairement ce que c'est. Donc, le rôle de la page de vente, de la page de présentation, ça va être d'être dans la clarté. Dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est des gens? Est-ce qu'on est mature? Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Après, la décision, elle va se faire sur la communication sur les réseaux sociaux, l'ambiance sur les réseaux sociaux, les interactions sur les réseaux sociaux. Après, ça va dépendre finalement du projet, sa ligne éditoriale. Est-ce qu'on veut être en mode ultra bullish, on est des fous, on est des fous, on est des fous? Ou est-ce qu'on veut être en mode plus carré? En général, faut, si c'est full bullish, foufou des gens, en général, ça finit dans le sang. Parce que ça part en mode meme coin et ça monte, ça peut monter très haut. C'est très fun les meme coins. Le problème des meme coins, c'est comme il n'y a rien derrière, bah, une fois qu'en gros, on a tous bien rigolé, bah, en fait, ça s'effondre, si tu veux. À la limite, d'un point de vue investisseur, tu te dis pourquoi pas, hein, tu rentres, tu sors. D'un point de vue marketeur, tu vois, qui va quand même engager beaucoup d'énergie, de temps, etc., c'est pas forcément ce que tu veux privilégier. Donc en fait, tu vas avoir un ratio entre du sérieux et du moins sérieux. C'est important qu'il y ait quand même une culture un peu fun, tu vois. Des mimes, des machins, des interactions, des trucs un peu foufou par moment. Donc le dosage va vraiment dépendre du projet. C'est un truc qui se discute en général avec l'équipe. C'est pas il n'y a pas une règle absolue en mode ouais, il faut 30% de dégaine et demi, mais 70% de sérieux. Ça va vraiment dépendre du projet, de l'équipe et de ce qu'on veut dégager. Et du coup, en tant que marketeur, tu préfères avoir, je suppose que tu préfères quand même travailler sur le long terme sur un projet? Moi, je travaille sur plusieurs projets. Enfin, en gros, moi, mon activité principale, si tu veux, c'est un projet dans lequel je suis co-founder qui s'appelle Side.xyz. C'est là vraiment c'est le gros de mon effort et de mon boulot. Et après, je fais de l'advisoring dans mon cas. C'est que je vais donner des conseils, éventuellement placer des gens. Et en tant qu'advisor, oui, bah, en gros, toutes les semaines, je parle à différents projets, on reste en contact. Tout le temps, il y a un petit deal où on file du token. Tout le temps, il n'y a pas de deal, on devient pote, ça me va très bien aussi. Ce qui est super important dans le Web3, c'est de développer un réseau. C'est de connaître des gens, d'être validé par des gens, de suivre des gens. Et ce qui est cool, c'est que ça peut se faire en quelques semaines. C'est en quelques semaines très intenses, avec quelqu'un qui est sérieux, qui est bosseur. Si vous avez moins de temps, et que vous êtes moins bosseur, et que vous débutez dans le Web3, ça peut prendre quelques mois. Mais dans le Web2, pour être respecté et connu et être mis en relation avec. Bah, tu vas être mis en relation avec, je sais pas, un mec qui a 100 000 abonnés, tu peux pas. Pour 100 000 abonnés, qu'est-ce que c'est? C'est des NPC enfin, ou des PNJ qui sont bien fait. Est-ce que ce mec-là il est génial? Non, et tu peux pas. Parce qu'il y a trop de gens tous les jours qui disent salut, je vais être ton pote, machin, etc. Dans le Web 3, tu peux vraiment progresser, avoir une carrière vraiment très rapide. Et ce que tu veux, c'est connaître des gens, etc. Donc en fait, c'est vachement ok en fait, de donner de la valeur, de donner du temps, de donner de l'énergie, de donner de l'amour et sans rien attendre en retour. Il y a beaucoup de gens, mais ça c'est un peu le problème du Web 2 et de la culture on va dire de la jeune génération, façon de parler. Enfin, j'ai 32 ans, mais en fait, un mec qui a 20 ans aujourd'hui, c'est pas forcément la même génération que moi, parce que bah, moi, quand j'ai 20 ans, il y avait pas YouTube, il y avait rien sur YouTube pour te faire du fric, quoi. Donc c'est assez différent, quoi. Mais le problème de cette génération-là, et je pense que une partie de ton audience, non, cette ton audience, c'est beaucoup plus enfin, étiré d'un point de vue sociodémographique. Mais Ouais. on va dire que le problème des jeunes, c'est moins le cas avec les gens qui ont un peu plus de bouteilles, c'est qu'en fait, ils veulent gratification rapide, ils croient qu'ils sont des superstars, qui sont trop géniaux, qui font mais pourquoi j'irais donner de mon temps à un projet si j'ai pas la garantie que machin et tout, quoi. Mais je dis bah parce que les mecs, ils vont faire chacun 30 millions. Toi, tu vas continuer au RSA à essayer de lancer faut te vendre ton PDF ou de faire ton story commerce de merde. Dans 3 ans, tu seras toujours là. Donc, tu vas faire preuve voilà, d'humilité et donner de la valeur avant de vouloir réclamer de l'argent, quoi. Concept qui est très étranger, malheureusement,
aux gens contaminés par la mentalité Loup de Wall Street, il faut niquer des gens pour faire de l'argent, quoi, tu vois, Mais malheureusement. c'est vrai que ça sonne un peu cliché, GIFers, etc. Mais en vrai de vrai, ça marche vraiment bien, quoi. Même dans le Web 2, hein, ça marche super bien de. Ah, ouais, mais enfin, le principe de réciprocité fonctionne. Oui, de temps en temps, on tombe sur les gens ingrats. Ou oui, de temps en temps, le timing n'est pas bon. On a donné beaucoup de valeur à un truc, mais le timing fait que il n'y a pas de deal possible ou de possibilité. Bon, c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. C'est pas grave. Euh, mais De toute façon, c'est le nombre qui fait que si tu donnes 100 fois, même si tu reçois que 2, ouais, tu t'es gagnant, quoi. ouais, c'est ça. Et surtout, c'est assez. Tu vois, moi, j'ai commencé une relation avec une boîte il y a 1 an et demi, sans qu'il y ait de deal. Aujourd'hui, ils ont levé une dizaine de millions et ils valent 100 millions. Et ils font, ah, Tugan, attends, vas-y, viens, on s'appelle et tout machin. On a un deal à te proposer, on a un truc pour toi. Peut-être que c'est intéressant. BNF. Ouais, tu vois. Mais ça a mis 1 an et demi, tu vois. Et on s'est parlé, et sur 1 an et demi, on s'est parlé de temps en temps. J'ai fait quelques introductions, j'ai donné 3 feedbacks. J'ai pas mal influencé la ligne marketing du projet. Et pour le bénéfice, puisque la levée de fonds finalement était très réussie. Donc c'est super. Ouais. Mais voilà, arriver à prendre son temps. C'est pour ça que le Web 2 est pas mal en fait. Parce que le Web 2, tu fais tes 1000, 2000, 3000 balles par mois dans le Web 2. Et après, tu libères du temps pour vraiment bâtir du réseau dans le Web 3. Et puis, du coup, quand tu fais un deal, c'est bon. Sachant que dans le Web 3, en fait, un deal peut rapporter directement des millions, voire des dizaines de millions. Ce qui est des sommes que tu gagnes pas dans le Web 2, en fait. Si tu veux. Enfin, tout le monde te dit, ouais, machin, Black Friday, j'ai fait 50 millions dans la journée. Oui, bon, ok, si tu veux, next, moi aussi j'ai Photoshop, si tu veux. Euh, Vraiment, c'est bon. J'ai eu accès au compte Stripe de la plupart des mecs qui font des vidéos YouTube. Non. Enfin, parce que. Puis il y a la pub, ils montent le compte Stripe, mais ils montent pas les Ouais, dépenses ouais, en pub aussi. donc en fait, le Web 2, c'est possible de gagner quand même un revenu complémentaire, même un revenu complémentaire enfin, même un vrai très beau revenu, mais pour sortir un M net après tout, c'est très dur, vraiment. Il y a quasiment personne qui arrive. Euh, le Web 3, quand il y a un bon timing, un bon deal, millions, plusieurs millions, ça se fait en fait. Donc voilà, c'est ça que professionnellement c'est intéressant de se positionner. Et on pourrait terminer par comment sécuriser la relation et comment se faire payer. Est-ce qu'on va plutôt se faire payer directement en euros? Est-ce qu'on va se faire payer en token du projet? Et Ok. comment sécuriser ça? Combien de temps accepter de travailler peut-être gratuit? On en parlait. Ok. Ça, nous, dans le bootcamp, on accompagne pas mal de nos élèves là-dessus. Une fois, le bootcamp est gratos. Euh, et comment gagner de l'argent? Bon, on se fait plein de potes. Ok. Euh, on explique ça un peu au cas par cas. Parce que souvent, ils disent, ok, bah, j'ai été contacté, est-ce que je prends le deal, est-ce que je prends pas le deal, ou il y a machin qui me propose tant d'argent, je prends ou je prends pas. Donc, il va y avoir des choix un peu comme ça. Euh, En fait, si vous suivez vraiment ce qu'on vous enseigne, en fait, en 2, 3 semaines, vous êtes indispensable au projet. Et donc, assez naturellement, les mecs, ils font un deal, un truc comme ça. Le mieux, c'est de payer en token. Et ou en part du capital. Enfin, s'il y a une boîte un peu traditionnelle, c'est vrai qu'avoir des actions dans la boîte, c'est pas mal. Des actions dans la boîte, c'est toujours très compliqué parce qu'en fonction des pays, des machins, ce qui fait un notaire, pas un notaire, etc., enfin, c'est souvent galère. Ce qui est cool dans le Web 3, c'est qu'en général, c'est du token. Et donc, vous êtes payé en token. Après, le token va avoir des conditions. Dans certains cas, c'est du vesting. Aujourd'hui, vous avez peut-être 100 000 dollars en token. Oui, mais qui sont libérés progressivement jour après jour, étalés sur 6 mois ou 1 an. Donc, si le projet il meurt trop rapidement, bah, ça vaut C'est rien. baisé, ouais. Si le projet il monte, bah, peut-être tous les mois vous sortez un bloc et vous prenez votre thune. Et après le reste, vous restez pour voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Voilà. Après, une fois que vous récupérez les tokens, c'est un peu des stratégies individuelles, quoi. Est-ce que vous voulez espérer que ça reste, faire continuer, est-ce que ça monte, ou est-ce que voilà. Le mieux, la bonne méthode pour moi, c'est de me dire qu'est-ce que je peux pas me permettre de regretter. Moi, j'ai eu des dizaines de millions de dollars en tokens de projet que j'ai pas vendu, quasiment pas vendu, qui aujourd'hui valent plus grand chose, tu vois, parce que c'était 2020, 2021, 2020, tu vois. Euh, une partie était vestée, machin et tout. Donc, après, comme à côté, ils m'ont très très bien payé en stablecoin, j'ai tellement bien gagné ma vie qu'en fait, je suis en mode, ouais, sur le papier, j'avais tant. C'est amusant comme pensée. Voilà. Mais c'est vrai que si j'avais pas été payé à côté très très bien en stablecoin, en plus des tokens comme ça. Après, c'est un projet qui générait vraiment du profit, si tu veux. Donc, ils avaient leur token qui s'appréciait et puis ils créaient du profit en permanence, si tu veux. Donc,
Donc, du coup, là, il y avait un modèle de rémunération duale. Euh, bon, donc finalement, voilà, mais pas de regret. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir de regret. Ce qu'on veut, c'est éviter putain, genre, je sais pas, 500 000 balles. Putain, j'aurais juste dû vendre 150, mais 150K. Putain, 150K, ça changerait ma life. Peut-être, tu vois. J'aurais dû les prendre. Et donc, en fait, je pense que ce que les gens doivent se demander, alors c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est quand l'argent arrive, c'est de se dire qu'est-ce qu'ils peuvent pas se permettre de regretter. C'est que si demain tout s'effondre, et vraiment ça peut s'effondrer, tout peut s'effondrer du jour au lendemain, il y a un hack, il y a une perte de confiance, il y a un fait, n'importe, ça peut s'effondrer très rapidement. Et dans certains cas ça remonte, dans d'autres cas ça ne remonte pas. Bah, si ça arrive, qu'est-ce qu'on ne peut pas se mettre de regretter? Si pour vous, je dirais mettre 54 de côté, ça change votre vie, peut-être que le job c'est mettre 54 de côté, et après peut-être que ce sera un deuxième deal qui opérera beaucoup plus. Peut-être que 50K, d'ailleurs ils sont montés à 500, mais c'est pas grave, c'est ok. Des coups il y en aura d'autres, des deals il y en aura d'autres, des projets il y en a plein, des gens intéressants il y en a plein. Donc, qu'est-ce qu'on peut pas se mettre de regretter? Est-ce que tu crois qu'il y a pas mal de projets qui se lancent? Moi, j'avais un pote qui avait lancé sa crypto et c'était financé par des investisseurs. Est-ce que tu penses que du coup, en ce sens, ils peuvent être plus généreux dans la distribution de tokens du fait que ce soit pas vraiment leur argent, mais plutôt celle des investisseurs et que du coup, on puisse en... Alors, C'est souvent le cas ou pas? c'est pas l'argent des investisseurs. C'est que l'investisseur, il a mis par exemple du stablecoin pour obtenir du token Maxence, ok? Donc toi, tu as échangé du stablecoin, tu as récupéré plein de stablecoins et tu as donné du token Maxence à plein de gens. Pour info, hein, si vous faites ça comme ça s'appelle une ICO, faut faire de manière un peu régulée et carrée, hein, mais ça se fait, c'est pas très compliqué. Mais toi, en fait, l'organisation, ton projet, donc le smart contract, enfin le Maxence protocole, il va détenir plein de tokens en fait. Donc le Maxence protocole peut tout à fait oui, filer 50 000 balles en token à un mec, vesté sur 3 mois. Ah ouais, bien sûr. Par contre, est-ce qu'on peut te filer 100K comme ça, upfront en cash? Non, personne ne va filer 100K en cash. Les gens, en fait, ils sont prêts à payer un prix énorme en token, et quand ça se passe bien, le token, il fait x10, x20, x100, x1000 dans certains cas, si tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est ça, quoi. Il y a quand même psychologiquement, on a plus envie de laisser du token plus facilement que de payer en euros, non? Bah ouais, les Ouais, tokens, ils donc en ont ça quand plein. même ça. Les tokens, ils en ont plein. L'euro, ils en ont pas plein. Le token, ils l'ont imprimé, si tu veux. Tu vois, ça leur coûterait rien à produire. Après, attention, hein, ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Il y a quand même une tokenomics qui doit être respectée, etc. Et un smart contract, on peut pas le modifier enfin, en fonction, il y a des possibilités, mais en général, on peut pas trop modifier. Mais oui, les mecs peuvent faire payer dans une monnaie. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu es dans un projet Web3, community manager payé en token, marketeur payé en token. Dans certains cas, genre, pas forcément influenceurs, on va dire des key opinion leaders, donc des gens qui sont, on va dire influenceurs pour simplifier. Vous pouvez les payer en token. Alors, attention aussi, je crois qu'il y a une nouvelle réglementation en Europe sur les influenceurs, etc. Donc il faut que le mec il dise oui, j'ai été payé, etc. Mais bon, peu importe. Enfin, tant que c'est fait dans le cadre de la loi, il n'y a pas de souci. Donc toi, tes projets, tu payes tout en token. Parfait. Tu vois, c'est super. Bon, et ben, Ouais. non, termine. Et du coup, T'avais fini? si ça se passe bien, bah, ça se passe bien pour tout le monde. Et si ça se passe mal, bah, du coup, ça se passe mal pour tout le monde, si tu veux. Mais quelque part, comme ça, les égoïsmes sont assez harmonisés, tu vois. Tout le monde a Ok, envie de bah s'avancer. je te propose qu'on termine sur ça. Peut-être si tu veux nous vendre un peu de tokens Titan, je te laisse le faire. Hum, ouais, alors, je sais que pour les francophones, ça va être un peu dur, mais c'est vraiment de l'anglais simple. J'ai pas de date pour une édition francophone. Enfin, procurez-vous l'édition anglophone. Fondamentalement, le bouquin est organisé autour de grandes sections, les règles du jeu, comment concevoir un projet, comment créer une équipe autour de soi, comment gérer les foules et après toutes les stratégies de croissance. C'est un peu genre les 5 blocs. Et chaque chapitre est indépendant. Donc en fait, vous pouvez directement aller au chapitre qui vous concerne. Vous avez genre un tokenomics à faire, vous avez un FUD, vous avez un influenceur à gérer, peu importe. Vous allez au chapitre dédié et chaque chapitre en fait se consomme indépendamment du reste. Donc on n'a pas besoin de commencer par la page 1 jusqu'à la page 500. Quoi. On va juste là où on veut. Après, vous pouvez lire linéairement et pas de souci aussi. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a vraiment conçu ça comme un produit. C'est que moi, ça fait quand même pas mal d'années que j'enseigne, donc en gros, faire passer un message, c'est un peu mon boulot, entre autres. Et donc, chaque chapitre commence par WIFM, donc What's in for me, on explique, ok, donc dedans, tu vas voir ça, 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 ça. Ok, bah, si c'est intéressant, tu prends, si c'est pas intéressant, tu vas au chapitre suivant, grosso modo, quoi. À la fin de chaque chapitre, on met les bullet points avec, avec toutes les infos clés. Donc ça, pareil, tu as lu le chapitre une fois, tu veux revenir rapidement dessus, boum, tu vas directement
À la fin du chapitre, tu as toutes les informations clés, tu gagnes du temps. Donc c'est vraiment un produit qui est pensé vraiment pour être consommé en fonction des besoins. Et c'est vraiment tourné vers l'usage, c'est vraiment tourné vers l'utilisateur. Donc c'est pas genre un bouquin en mode vas-y encyclopédique et tout. Et je pense que pour cette raison-là, c'est peut-être mieux de le choper en papier qu'en PDF, qu'en Kindle. Parce qu'en papier, vous pouvez beaucoup plus le charcuter, directement aller au chapitre que vous voulez, sur une lien, machin et tout, revenir dessus, et un peu, voilà, travailler le bouquin, et voilà. Et mon mot de la fin, ça serait, bah, les mecs, le Web 3, c'est en thune, c'est ça. Ok, bon, on voit pas tout, mais c'est ça. Ok, c'est gros. Ok. C'est un peu fluctuant, mais c'est ça. En termes d'utilisateurs, machin, c'est ça. En termes de protocole, c'est ça. En termes de marketing, c'est ça. Il y a un boulevard. Il y a un boulevard pour travailler. Si vous voulez être accompagné pour apprendre ça, en anglais, il y a le bootcamp. Après, moi, je suis un bootcamp francophone, mais où on fait un peu Web 2 et Web 3, donc c'est pas full Web 3. Donc si vous voulez du Web 3, Web 3, Web 3, allez vers l'anglais. C'est un peu chiant l'anglais, mais en vrai, l'anglais, vous faites des séries de 100 ans, un peu de DeepL, un peu de machin, Duolingo, et vous y collez. Et honnêtement, vu la gueule euh, que prend la France, enfin sans faire de géopolitique à la con voilà, et de provocation, mais vu la tournure finalement, enfin, vu la trajectoire du pays, et le fait que dans le reste de la francophonie, les Français sont pas forcément aussi bien accueillis qu'avant, on va dire quoi. Professionnellement, il faut baragouiner un peu l'anglais. Et on s'en fout. En fait, dans le Web3, tout le monde parle un anglais dégueulasse. C'est qu'il y a le monde entier qui est là à parler un anglais dégueulasse. Donc en fait, c'est pas que c'est que des Américains, c'est que le gros des gens, ils parlent un anglais un peu dégueulasse, tout le monde a un accent, tout le monde fait des fautes, ça va quoi. Donc il n'y a pas de problème de ah, mais tu vois, qu'est-ce que vont penser les gens? Les gens, ils en pensent rien, ils s'en foutent quoi. Moi, je tweet avec des fautes, il y a personne qui me dit t'as oublié le S. Il y a que le français qui fait ça aux autres français, hein. Mais bon. Mais donc, franchement, faire du pognon, c'est souvent une histoire de timing. Le timing est beaucoup plus important que le talent. Être au bon Ouais, moment, au ça bon c'est. endroit, c'est beaucoup plus important que être brillant, intelligent, talentueux, machin. Et là, il y a comme une opportunité de timing qui est intéressante. Il y a un Web 3. En fait, le Web 3, enfin, en gros, si tu veux, jusqu'à la dernière bulle 2021, enfin 2020-2021, il y avait cette suspicion du web. Enfin, le Web 3, la crypto, c'est un scam, c'est un Ponzi géant, c'est une blague, ça va disparaître. Aujourd'hui, Gucci, Tiffany Co, Walmart, BMW, Starbucks, Nike, euh, le guide Michelin, enfin tout ce que vous voulez, en fait, ils ont tous de développement dans le Web3. Toutes les putains de De toute boîtes façon, d'appel dans le Web3. suffit de voir après la fin du bull run, on voit que c'est pas redescendu aussi bas que la bulle d'avant. Souvent, ce qui reste après un bull run, c'est un peu les fondations, quoi, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. Et là, en fait, on retourne peut-être, je suis pas trop de pronostic, voilà, vers une nouvelle phase un peu plus euphorique, avec énormément d'adoption, de projets derrière, etc., des narratives assez intéressantes, avec finalement les milieux financiers qui sont plus hostiles au Web3, mais qui sont fans du Web3, c'est un énorme changement, hein. Le fait que BlackRock, Goldman Sachs et compagnie disent ah, trop bien, Bitcoin, machin, tout ça, vous vous rendez pas compte, mais il y a 5 ans, les mecs disaient que c'était du poison pour rat, quoi. Donc, voilà, il y a des conditions intéressantes. Il manque pas mal d'éléments un peu réglementaires. Donc c'est un peu, c'est un champ, enfin c'est un terrain qui est encore un peu miné d'un point de vue réglementaire. Après, si on a des bonnes intentions et que voilà, on est toujours là pour faire le max pour le projet, d'être très transparent, etc. Bon, il y a rarement de problème parce que bon, enfin en fait, c'est le karma, ça existe aussi, si tu veux. Donc, donc si les intentions sont bonnes, ça se passe bien. Euh, donc voilà, il y a quelques petits problèmes réglementaires aux États-Unis, c'est un peu compliqué. En Europe, il y a la loi MiCA, donc comme toujours, c'est con ce qui est fait en Europe, mais au moins il y a un cadre qui est relativement clair. Ça tu peux pas. Ça tu veux le faire, tu le fais comme ça. Ok. Donc c'est pas mal de ce point de vue-là. Donc voilà un peu le contexte. Euh, Ce qu'on peut souhaiter, c'est d'avoir des réglementations favorables qui émergent aux États-Unis, ce qui est probable, hein. Les États-Unis, c'est un peu particulier comme pays, mais c'est un pays avec quand même beaucoup de pragmatisme à la fin de la journée, surtout quand on fait du business. Donc, si on a quelques réglementations favorables qui viennent des États-Unis, que voilà, on a un truc qui se consolide bien, et si genre on peut attendre peut-être 6 mois, 1 an avant que ce soit vraiment l'euphorie, bah là c'est royal, parce qu'on a 6 mois, 1 an pour se faire des potes, pour connecter, pour contribuer, pour être payé en token. Et franchement, quand vous êtes payé en token et que le token n'y vaut rien, qui fait fois 1000, vous pouvez conseiller vous acheter des baraques au bord de la mer, quoi. Et je te donne un conseil que le monter des eaux, c'est une connerie. La baraque, elle est safe.
Mais donc voilà, c'était le mot de la fin. Très bien, et bah si on peut te retrouver sur Twitter, je mets ton Twitter en bas comme la dernière fois. Ouais, Twitter, le lien du bootcamp anglais, où on enseigne tout ça gratos, le bouquin pour ceux qui veulent. Et voilà. Et bah je te remercie d'être passé, et puis bah à une prochaine. Super, merci à toi.